Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Gil Mikhaeli sur ma chaîne. Gil Mikhaeli, qui est historien, journaliste. Il est directeur de publication du magazine mensuel Causeur, qui est disponible en kiosque et sur Internet, et dont j'ai le plaisir d'être abonné. Donc, ce qu'on va essayer de faire dans cette vidéo, c'est essayer d'analyser, d'expliquer un peu ce qui se passe en Russie, enfin, dans le conflit entre la Russie et l'Ukraine, et sortir des poncifs. C'est-à-dire ne pas tourner autour de la question de savoir si on est pour ou contre Poutine. Donc, on va commencer tout de suite, il ne faut pas perdre de temps. Donc, Gil, déjà, merci de prendre du temps. La première question qui m'intéresse, ça tourne autour de Poutine, c'est-à-dire qu'est-ce qui anime Poutine? Quelle est la représentation qu'il se fait de la Russie et de sa mission actuelle? Alors, Vladimir Poutine se voit comme quelqu'un qui vit à l'époque disons, de Boris Godunov. On est entre deux dynasties. Ivan le Terrible est mort. Les Romanov ne sont pas encore établis au pouvoir. Et la Russie est en train de chercher sa voie et de s'imposer, ou une autre période historique, mais en tout cas, il tétoie l'histoire. Et pour lui, la Russie, ce n'est pas un pays qui a un empire, c'est un empire. C'est un pays empire, c'est un peuple empire. Ce n'est pas comme la France qui, à un moment donné, avait un empire, donc avait une relation avoir avec l'empire. La Russie a une relation être avec l'empire. Pour lui, la Russie ne peut pas être autre chose qu'empire. Et donc, ce qui s'est passé à la fin des années 80, début des années 90, est une double tragédie. Ce n'est pas uniquement la perte d'un empire, c'est comme quelqu'un qui s'est ruiné, il a perdu son argent. Non, mais c'est comme quelqu'un qui a perdu son identité, qui ne peut pas faire autre chose qu'être empire. Et pour aller un petit peu plus loin, il croit aussi, sa version de l'histoire, c'est qu'il y a, disons, trois Russies. Et d'ailleurs, le tsar s'est nommé le tsar de toutes les Russies. Et donc, il y a trois Russies, disons aujourd'hui. Il y a une Russie dont le capital, c'est Minsk, donc c'est la Biélorussie. Il y a évidemment la Grande Russie de Moscou, la maison de mer. Et il y a une troisième Russie dont la capitale est à Kiev. Donc pour lui, autonomie, pourquoi pas, il y a des nuances. On n'a pas le même accent, il y a quelques mots de patois qui sont différents. Bon, voilà, très bien. On ne mange pas toujours la même chose, on ne rajoute pas toujours la même quantité de sucre, mais ça s'arrête là. C'est la différence entre un bourguignon et un breton. J'ai compris. Ce n'est pas la différence entre un espagnol et un polonais. Mais je vous interromps. Quand vous dites Poutine se représente la Russie comme ça, est-ce que c'est partagé par les Russes, cette représentation? C'est difficile à dire parce que, évidemment, on ne peut pas poser la question. Le seul indice qu'on peut donner de rapport de Russes au pouvoir, c'est les taux de vaccination. Et les taux de vaccination en Russie étaient particulièrement faibles parce qu'instinctivement, comme pour Poutine, pour les citoyens russes aussi, il y a une continuité entre l'URSS et l'État, la Russie sous Poutine. Le rôle, c'est le rôle de dirigeant de pays, c'est de s'enrichir et de vivre dans l'opulence. Et la manière de faire est de mentir au peuple. Et donc, je peux mentirer si je peux rentrer à la maison le week-end avec quelques boîtes de conserve et une demi-bouteille de vodka restée d'un fête à l'usine, mais c'est à peu près le maximum que je peux espérer. Et que ce soit un tsar, que ce soit Staline ou que ce soit Poutine, quand il ouvre en fait, un Russe sait que son dirigeant ment quand ce dirigeant ouvre la bouche.
C'est un indice qu'on voit tout de suite à la télé. Et c'est resté comme ça. Ils lisent la presse de travers, ils cherchent ce qu'on leur cache, ils sont très complotistes et eux, ils ont raison de l'être. Et donc, globalement, si les gens pensaient que Poutine s'est injecté de l'eau et que les vaccins, c'est n'importe quoi, ils étaient 70 ou 80% à le penser, pas 20 ou 30% comme chez nous. Donc, on voit qu'il y a un véritable fossé. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une nomenclature importante qui profite de la situation. Ça ne veut pas dire que même les Russes qui ont à peine de quoi mener une vie digne ne sont pas des patriotes, qui ne sont pas contents quand les cloches de l'église sonnent et annoncent des victoires, évidemment. Mais on peut pas dire, on peut pas exclure que Poutine aujourd'hui exprime le souhait profond d'une grande majorité de 140 millions de Russes. Ça, on ne peut pas le dire. En tout cas, donc pour résumer ce premier point, donc Poutine, sa représentation, c'est vraiment que l'identité intrinsèque de la Russie, c'est d'être un empire. C'est un empire. Oui. D'accord ? C'est son être, comme vous dites. Oui. Et il ne cherche pas forcément à… C'est-à-dire, il est réellement, en fait, obsédé, en fait, ou préoccupé par le fait que cet empire reste en vie ou reste fort. D'accord. Parce que c'est la Russie qui est en vie. Sans empire, la Russie n'existait pas. C'est ça. C'est l'être. C'est un être, c'est pas avoir. Tout à fait. C'est comme on dit, un homme riche, c'est pas un pauvre avec argent. C'est autre chose. C'est pour cela, quand il perd l'argent, il perd tout. Très clair. Alors, si on voyage en Ukraine maintenant. Alors, l'Ukraine, c'est juste un rappel. Ce que j'ai compris, c'est que la partie ouest est occidentalisée. Ce sont des Ukrainiens catholiques. Et la partie est, il y a, est-ce que c'est vrai de dire majorité russophone? Oui. Disons, il y a un composant russophone très important. D'accord, j'ai entendu. Et des liens avec la Russie. C'est ça. Et aussi, ce n'est pas la même économie, c'était des régions minières avec l'industrie lourde. Et donc, c'est des choses qui structurent comme en Belgique, les Suds francophones, la région des mines, de la métallurgie qui a subi, comme certaines régions en Angleterre, aux États-Unis, la transformation des années 70-90. En Ukraine, c'est la même chose. Ce n'est pas à Donetsk et à Lugansk où il y avait les boîtes high-tech et les prestataires qui travaillaient pour l'high-tech à Tel Aviv. C'était plutôt ailleurs. Et donc, il y a plusieurs couches superposées qui structurent les différences. J'ai compris. Donc, c'est sûr que si on additionne d'une part la représentation que se fait Poutine d'être un empire et de la nécessité vitale, en fait, de perpétuer cet empire, et de l'autre côté, le fait qu'il y ait une majorité russophone à l'est de l'Ukraine, c'est une recette, en fait, pour les problèmes. En fait. Il n'y a pas d'autre… ouais. C'était pas très difficile de prévoir tout ça. Je voulais un peu parler des Occidentaux. J'ai lu comme ça rapidement avant de préparer cette vidéo. En 2013, il y avait le gouvernement de Viktor Yanukovych, d'accord, qui avait suspendu l'accord entre l'Ukraine et l'Union européenne et qui voulait se rapprocher de Moscou. Et à ce moment-là, il y a des protestations monstres en Ukraine. On a appelé ça, je dis peut-être des bêtises, la révolution de Maïdan, c'est ça? Et on a dit, à l'époque, j'ai entendu des gens expliquer que c'était plus ou moins piloté par les Américains, d'accord, de l'extérieur. Est-ce que c'est une réalité de dire que l'Ukraine a été une sorte de terrain de jeu pour les Occidentaux dans leur volonté de nuire à la Russie? Alors, je pense que pour prendre un pas en arrière, je pense que la fin de la guerre froide n'a pas été la fin de la suspicion.
Et ces suspicions, d'un côté comme de l'autre, étaient chaque fois nourries parce que les gens qui sont méfiants, ils trouvent toujours des justificatifs pour être méfiants. Il y avait toujours des Russes qui disaient, même avant Poutine, que c'est une tragédie, que ce n'est pas bien pour l'équilibre mondial de rester avec un seul superpuissance. Et donc, des Américains ou des Occidentaux qui, en milieu des années 90, étaient dans l'inertie de la mentalité de la guerre froide, trouvaient toujours des éléments à mettre dans leur note blanche pour convaincre qu'en fait, c'est une pause plutôt qu'un changement de paradigme. Côté russe, pareil. Donc, je pense qu'il y a quelque chose d'inévitable et que c'est pas, bon, je dirais pas inévitable, je suis historien, tout est évitable, mais qu'il y avait des forces très, très importantes de deux côtés et qui ne sont pas forcément des complots. C'est des choses qui peuvent être à la fois un jeu de pouvoir, une conviction intime. Et il ne faut pas oublier qu'il y a une différence de taille entre les deux camps. C'est important de le dire. Après, chacun peut accorder à cet élément l'importance qu'il souhaite. On dit souvent que les Russes ne font que ce qu'ont fait les Américains en 2003. Et ce n'est pas faux. Mais la grande différence… 2003, vous parlez de l'Irak? De l'Irak, oui. L'Irak en 2003. Qu'ils ont menti, qu'ils ont manipulé, qu'ils ont envoyé un pays souverain sans casus belli réel pour changer de régime, etc., etc. Ce qui est parfaitement vrai. Sauf que on pouvait manifester à Washington contre cela, on pouvait écrire dans le New York Times contre cela. Il y avait des enquêtes, George Bush a beaucoup souffert à cause de cette décision. Je ne dis pas qu'il n'a pas mérité, mais j'ai dit juste que personne aux États-Unis ne serait trouvé en prison parce qu'il était contre la guerre en Irak. Et effectivement, cette opposition à la guerre en Irak allait crescendo jusqu'à devenir majoritaire et devenir un vrai problème politique aux États-Unis. Tandis qu'en Russie, aujourd'hui, tout le monde va applaudir Poutine, peu importe ce qu'il fait. En fait, on peut poser une question à quelqu'un, c'est comme quand on vérifie si quelqu'un est dans un paradigme scientifique. Vous lui demandez, dites-moi, dans quelles conditions, quel essai scientifique il faut faire pour que vous avouez que vous avez tort. Normalement, des complotistes ou des gens comme ça, c'est inenvisageable. Vous le prouvez quelque chose et il vous dit que c'est lui qui vous a donné les preuves et juif. Et donc, comment on peut croire à cela? Donc, c'est sans fin. Et donc, on vit d'un côté avec des gens qui peuvent nous montrer dans quelles conditions ils vont avouer qu'ils ont tort, et de l'autre côté, des gens qui ont toujours raison. Donc, c'est un peu un débat de sourds. Et c'est ça la grande différence. Après, je ne dis pas que c'est la seule façon, c'est la seule chose la plus importante au monde. C'est là où on est en train d'entrer dans ce genre de trucs idéologiques. En fait, ce que dit l'Occident, ce qu'on appelle les valeurs occidentales, ce n'est pas les droits de faire n'importe quoi et la prétention de ne jamais faire des erreurs et d'être toujours juste. Mais c'est toujours être capable d'avouer un tort et le faire parce qu'on laisse tout le temps ceux qui disent que vous avez tort s'exprimer et essayer de mobiliser le pouvoir politique. Alors, je suis d'accord sur la différence de nature entre l'Occident et le régime de Poutine, ça c'est sûr. Mais, comment dire, je crois que je les ai ici. J'avais regardé des stats du Pentagone, d'accord, oui. Qui expliquaient qu'en fait, les Américains, depuis 20 ans, ont lâché plus de 340 000 bombes, donc ces 20 dernières années, qui correspondent en moyenne à 46 frappes par jour. Alors, moi, je suis d'accord avec vous. Aux États-Unis, on peut critiquer. Il y a certainement eu des gens qui ont énormément critiqué ces politiques. Il y a des gens très connus aux États-Unis qui critiquent tout ça, mais les dommages sont là. Les dégâts sont là. Et du point de vue de la représentation des peuples qui ont subi ces frappes, ou même de la Russie,
qui voit l'Occident appliquer ses propres règles quand ça lui chante, je veux dire, c'est un peu difficile d'aller voir Poutine et de lui dire qu'il ne respecte pas la morale ou le droit international. Je ne suis pas du tout positionné sur cela. Pour moi, ce n'est pas ça que j'essaie de dire. J'essaie de dire qu'il y a 12 systèmes. J'essaie d'expliquer les logiques. Je dis que le fait qu'aux États-Unis, en Israël ou en France, on peut critiquer les gouvernements ouvertement et qu'en Occident, c'est presque impossible d'afficher un véritable succès sans que quelqu'un démontre qu'en fait, il y avait 50 morts, c'est 30 de trop, que ça a coûté plus cher, etc. En fait, tout le monde pense que les Russes ont réussi en Syrie. Est-ce que quelqu'un a lu un débrief? Est-ce que quelqu'un sait combien de soldats sont morts, s'est suicidés, combien d'essence a été vendue dans le marché noir, combien d'hélicoptères se sont écrasés à cause de la corruption? Non, c'est sûr, c'est complètement opaque. Exactement. Et donc, on déclare victoire. Je pense qu'une opération comme l'opération russe en Syrie aux États-Unis, ça aurait abouti à l'impeachment d'un président, probablement. Mais donc, on vit dans 12 systèmes complètement différents, chacun adapté en culture, en histoire, à des besoins. Et j'essaie juste d'expliquer qu'il y a du cynisme, mais moi, en fait, je veux le dire d'une manière cruellement, un tueur au service de la mafia qui met un balle dans la nuque de quelqu'un dans l'église et fait après les signes de la croix avant de sortir respectueusement de l'église est sincère sur les 12 actions. Ce n'est pas en contradiction. Il peut être profondément religieux, adorer sa mère, être un père de famille extraordinaire et tuer parce que les dons lui a demandé et ce n'est pas personnel. Et donc, il ne faut pas essayer de trouver une cohérence. On est des êtres humains. C'est comme ça. Et donc, il n'y a pas des cyniques qui poussent leurs pions, etc., etc. Il y a des gens qui croient profondément dans ce que je viens de dire et en même temps, ils veulent s'enrichir et en même temps, parfois, ils trichent et en même temps, parfois, ils veulent gagner le pouvoir à tout prix. Tout ça en même temps. Ouais, on va passer à la question géopolitique. J'ai compris en fait le principe que vous évoquez. C'est juste que je suis très attaché aux représentations que chacun se fait de l'autre ou de sa cause. Et c'est vrai que je vois en fait à la télé se succéder les analyses. Bon, le message est toujours le même. Hein. Poutine est un dictateur. Il a violé le droit international, mais on a l'impression que l'Occident n'est pas, je sais pas comment dire, il est tellement persuadé d'être dans le camp du bien qu'il est dans l'incapacité même de se critiquer ou de prendre du recul par rapport à certaines choses qu'il a faites. De toute façon, moi aujourd'hui, je décris un scénario, juste pour apporter de l'eau à votre moulin. Imaginons qu'après-demain, Poutine prend Kiev. Qu'il met la main sur Zelensky et il les met en prison ou il les tue. Et il déclare qu'à Maïdan, en 2014, il y avait une rupture de la légalité et qu'il instaure maintenant le gouvernement légal de l'Ukraine. Et ces gouvernements, tout de suite, invitent les forces russes à intervenir. On est dans une situation syrienne. Et donc, on aura Poutine qui va plaider au nom du droit international. Et quel est le problème? Quel est le problème? C'est que contrairement à l'intérieur de l'État-nation, il n'y a pas un tiers, il n'y a pas un gendarme, il n'y a pas un juge qui peut dire vous avez tort et vous avez raison, et j'envoie la police pour vérifier que vous le respectez. Entre les 192 membres de la communauté internationale, il n'y a pas ni juge ni gendarme. Et donc, on est comme dans des films. Quand l'avocat d'un côté plaide, on est convaincu que le type est innocent. Quand l'accusation plaide, on a envie de le couper la tête avec nos mains nues. Et il n'y a pas à la fin un juge pour dire « Ok, maintenant je vous dis la vérité ». Et on va vivre cette guerre des versions. Et les Russes vont plaider, je vois déjà Lavrov expliquer comment, selon le droit international, il y avait un régime de putschistes nazis en Ukraine et qu'enfin,
la Russie a rendu au peuple ukrainien la légitimité, la légalité de pouvoir. Il a effectivement parlé. J'ai entendu Lavrov, mais Poutine aussi, parler de dénazification. La mission russe était de dénazifier l'Ukraine. Est-ce que j'ai entendu plusieurs choses là-dessus? Est-ce qu'il y a une part de vrai, en fait, ces histoires de néo-nazis dans les régions pro-russes qui travaillent pour le régime ukrainien? Alors, ça nous ramène sur la question de développement des sentiments nationaux en Ukraine et de l'État-nation ukrainien. L'État-nation ukrainien, comme la plupart des États-nations dans le monde, n'ont pas été créés, mais se sont cristallisés tous les longs du 19e siècle. Comme les États de l'Amérique latine, en Asie, comme les États arabes après, etc. La plupart des États-nations sont créés à partir de peuples, des langues, etc., qui, pour des raisons politiques et pour des raisons culturelles très profondes, comme le développement de la presse, vers où tout le monde regardait, des logiques des carrières. La France est devenue la France parce que les mères bretonnes savaient que si le fiston apprend le français, il y a un État qui peut donner du travail, facteur, chef des gares, prof, institut, école normale supérieure, etc., etc., etc. Et donc, dans ces contextes-là, il y a un processus de nationalisation et un processus un centre très fort qui attire et qui fait en sorte que Saint-Jean-de-Luz ressemble de plus en plus à Colmar, tandis que Saint-Jean-de-Luz devait, en fait, selon le climat, selon l'histoire, ressemblait beaucoup au Basque de l'autre côté de la frontière. Et Colmar devrait être une ville allemande pour ce qu'on bouffe, pour la culture, etc. Mais Paris, à un moment donné, tous les États-nations deviennent tellement forts parce qu'à Colmar, comme à Saint-Jean-de-Luz, on lit les mêmes journaux, on s'intéresse aux mêmes intrigues, au même Parlement, et petit à petit, on mange les mêmes marques de fromage, les mêmes marques de beurre, on rit des mêmes blagues, etc., etc. Et puis, paf, ces forces qui attirent vers le centre cristallisent quelque chose qui après commence à dire qu'il existe depuis 1000 ans et que c'était toujours comme ça. Et donc, en Ukraine, c'était à peu près la même chose. Et l'Ukraine, comme la plupart des nations de l'Europe de l'Est, ce sont des nations exclusives. Ce n'est pas des nations inclusives comme la nation française, qui propose en formule, un règlement de club, et vous entrez, vous respectez le règlement, vous êtes membre. Les nations polonaises, tout ça, ce sont des nations d'exclusion. Et donc, ça commence par exclure ceux qui ne sont pas considérés comme ukrainiens, et notamment les juifs. Et donc, l'un des premiers héros de nationalisme moderne, l'un des héros nationaux, c'est Bogdan Khmelnytsky, qui est responsable de pires pogroms d'il y a 4 siècles. Et après, on peut continuer jusqu'à l'État, la naissance de l'État-nation, la naissance politique de l'État-nation ukrainien en 1918, quand l'Empire russe s'écroule, les territoires, donc on a la naissance de l'Arménie, de la Géorgie, de l'Azerbaïdjan, de l'Ukraine, de la Pologne, tous ces territoires qui faisaient partie de l'Empire, où il y avait des peuples qui, à partir du 19e siècle, avec leurs intellectuels, leurs historiens, l'équivalent de Victor Hugo, l'équivalent des romanciers, etc., etc., se sont, entre guillemets, inventés, mais ce n'est pas out of the blue. Ils prennent des matières, des choses qui existent, et les mettent en avant. Ils vont vers les villageois. Ils disent, bon, les villages, ça ne bouge pas. Donc, ce qu'on voit en 1820, c'était vrai à l'an 1000. C'est complètement con, mais c'est comme ça qu'ils pensaient. Et donc, la musique, les danses des paysans, ce n'est pas quelque chose qu'ils ont appris 10 ans plus tôt des soldats français qui ont envahi la Russie. C'est quelque chose qui existe depuis 1000 ans. C'est authentique. Donc, à partir de tout ça, avec les frères Grimm, avec les danses roumaines, les danses hongroises, les machins, on crée une culture, les élites intellectuelles créent une culture nationale, et les villes deviennent nationales, et les villes nationalisent les villages, et on a une nation qui
qui est une nation bébé, mais qui se croit vieillarde. Voilà. Et donc, en 1918, on a une nation, commence à ce moment-là la guerre civile entre rouges, blancs, cosaques et nationalistes ou indépendantistes ukrainiens. On tape sévère sur les juifs. Il y a des pogroms invraisemblables de tout le monde, mais surtout pas Petlura lui-même, mais les troupes de Petlura. L'antisémitisme était l'un des coagulants, l'un des ciments du nationalisme ukrainien. Après la guerre, l'armée rouge prend l'Ukraine. Déjà à l'époque, c'était inconcevable que cette Russie-là se sépare de l'Empire. Il y avait un pseudo-indépendance en tant que SSR, et il y avait toute une ambiguïté autour du sentiment national dans l'URSS. Et d'ailleurs, c'est les Russes qui ont payé le prix, parce qu'il y avait des Ukrainiens, il y avait des Lituaniens, il y avait des Azerbaïdjanais, etc. Mais les Russes, c'était quoi? C'était les trucs génériques. Et les SSR Russie n'avaient aucune importance jusqu'à Helsinki. Et beaucoup de leaders de l'URSS étaient des Lituaniens, des Ukrainiens par ailleurs. Il y avait beaucoup d'Ukrainiens. Khrouchtchev, il n'est pas le seul. Il y avait énormément d'Ukrainiens qui ont géré l'URSS. Staline était géorgien. Et donc, en fait, les Russes étaient, du point de vue national, les dindons de la farce de l'URSS. Il y avait pour tout le monde, mais il n'y avait pas pour les Russes, parce que c'était genre, les Russes, c'est comme être anglais, c'est les génériques. Donc, on n'en parle pas. Voilà. Donc, mais on ne peut pas dire que la nation ukrainienne est artificielle sans exclure 140 ou 150 nations sur les 192 qui existent, ou 193. Non, on est tous des nations inventées. Mais par contre, quelque sorte. Ça, je suis d'accord. Mais par contre, on peut dire que dans l'identité ukrainienne, il y a pas que ça, mais il y a de l'antisémitisme présent en fait. Il y avait, ce que je veux dire, c'est que les Juifs dans cette histoire-là jouent l'élément qu'on exclut pour se cristalliser, pour cristalliser la nation. C'est ça que j'appelle des nations d'exclusion. C'est un type de développement national. Il y a beaucoup de nations, les résultats, on dit c'est la même chose, mais en fait, ce n'est pas la même chose. Et la nation américaine, australienne ou française, ce n'est pas la nation espagnole ou portugaise, et ce n'est surtout pas la nation polonaise. Et donc, il y a les nations de l'Europe de l'Est, c'est plutôt des nations d'exclusion, avec une recherche d'une sorte de pureté ethnique, religieuse, etc., etc. Et l'Ukraine n'est pas différent dans ce sens-là, par exemple, de la Pologne. Alors, dans ce processus de cristallisation, c'est-à-dire la nation ukrainienne était dans le four des nations, mais les Russes ont ouvert la porte tout le temps. Donc, c'est fragile. C'est fragile. Et effectivement, il y a des côtés, mais c'est vrai aussi dans certaines républiques baltes, c'est vrai aussi en Pologne. On va d'un côté de l'autre, on voit que quelque chose a changé. Et évidemment, si on vit sur la frontière avec la Russie, et si cette frontière est ouverte, c'est un petit peu, je ne veux pas trop tirer sur cet exemple-là, mais quand on est à Strasbourg, il y a quelque chose d'allemand dans l'air, sans qu'on parle de... Et donc, si les Allemands deviennent quelque chose comme la Russie d'aujourd'hui, ils peuvent monter en sauce ce truc-là, et c'est dire, les types s'appellent Jean-Pierre, très bien, mais c'est quoi son nom? C'est Müller, c'est ça qui compte. Donc, son arrière-arrière-grand-père s'appelait Helmut Müller. Les Jean-Pierre, c'est quelque chose c'est quelque chose des décennies. Müller, c'est un truc des siècles. Et on peut trouver des racines partout, et les noms des villages, c'est Machanheim, Bidulheim, etc. etc. Bon, on peut toujours... C'est une espèce de soupe de population et d'identité qui est quasiment impossible à démêler. Mais il y a quand même une chose qui me chiffonne. J'avais lu que Kissinger et Zbigniew Brzezinski, qui quand même Zbigniew.
Zbigniew Brzezinski. Exactement. Vous le prononcez mieux que moi. Et en fait, qui était quand même pas des colombes, hein, c'est le moins qu'on puisse dire, avaient exprimé fortement leur opinion sur l'Ukraine en disant qu'elle devait rester neutre. D'accord ? On se souvient aussi que Gorbatchev, on lui avait promis que on ne chercherait pas à profiter d'affaiblissement de l'URSS et de la Russie et qu'on n'avancerait pas nos pions dans la région. Quand je dis nos pions, je parle de l'Occident et des États-Unis surtout. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'on voit quand même sur la carte que les Américains ont quand même essayé enfin, à travers l'OTAN peut-être, mais enfin, il y a eu des choses qui ont été faites pour se rapprocher et encercler un peu la Russie. C'est un changement de stratégie? C'est quoi? Parce que non, en fait, comme j'ai dit, il y a une sorte de méfiance réciproque entre cultures politiques qui ont entre elles une différence de nature. Il peut y avoir aussi de la concurrence brutale entre pays qui ont les mêmes cultures politiques. Et les Américains peuvent, par exemple, je dis ça comme ça, prendre un contrat signé pour des sous-marins, signé par les Français au moment où les Américains pensaient que c'est de peanuts. Ils découvrent qu'en fait, non. Il dit maintenant, vous bougez et on le prend. Si c'était la Russie, ça aurait été la fin du monde. Mais puisqu'on est dans la même famille, non, mais je dis ça pas cyniquement. C'est parce qu'on s'est dit, oui, d'accord, mais on est quand même frères, et c'était moche, mais on reste frères. On est de la même famille, on est de la même nature, on se comprend, on sait que ça n'ira pas plus loin, qu'il n'y aura pas des soldats américains à Paris en train de fermer des journaux. Vous voyez, c'est quelque chose de très profond. Et puis, il y a le passé, etc. C'est un problème civilisationnel, en fait. Exactement. Et en fait, puisque les Russes deviennent toujours l'autre pour l'occidental, pour l'américain, et l'américain et l'occidental restent toujours l'autre pour les Russes. Et là, j'ai fait évidemment peut-être 30 ou 40% des Russes, c'est pas comme ça, etc. Mais bon, il faut généraliser pour pouvoir parler. Ce qui est fascinant, c'est que cette méfiance civilisationnelle, ce qui est fascinant, c'est qu'on assiste à un renversement des valeurs qui fondaient l'Occident, puisqu'en Occident, on assiste quand même à un mouvement de fond, de déconstruction générale. On ne va pas s'attarder là-dessus, mais tout ce qui est woke, cancel culture et LGBT, etc. Et déconstruction de la famille, etc. Alors qu'en Russie, c'est exactement l'inverse. Je me rappelle du discours de… Sauf que c'est un petit peu comme les vaccins. Il y a les discours et après, il y a la démographie. Et donc, la famille russe dans la démographie est encore plus déstructurée que la famille occidentale. Pas dans le discours. Pas dans le discours. C'est toujours la famille soviétique, années 80, c'était la fille tombe enceinte à 17h30, elle a un fils à 19h, son mari la quitte, et voilà une famille. Donc, il y avait une mère de 38 ans avec une fille de 21 ans et la mère était partie. Voilà. Donc, le père était ailleurs avec un nombre d'avortements. En URSS, l'avortement était un moyen de contraception. Et aujourd'hui, si on regarde les tendances démographiques, on ne voit pas un changement majeur. Donc, on ne voit pas encore papa, maman, 3-4 enfants qui vont à l'église le dimanche. J'ai compris. Est-ce que… Allez-y. Non. J'allais dire qu'on va devoir bientôt terminer parce que Zoom va nous éteindre. Mais une dernière question, c'est un peu une question dangereuse. Est-ce qu'on peut imaginer que l'Europe et les États-Unis se mêlent militairement de cette affaire? Moi, je n'ai pas trop l'impression, mais est-ce que c'est une possibilité? C'est une possibilité. Je suis d'accord qu'à la fois c'est un cauchemar et je pense que c'est assez peu probable. Mais je ne peux pas dire que c'est impossible. Vous savez, il y avait à l'époque l'horloge de l'apocalypse et les géopoliticiens, selon l'état de relations internationales,
Il dit, est-ce qu'on est à 3 minutes de minuit à minuit, à 10 minutes de minuit? Donc, si on était à 11h30 il y a 12 ans, je pense qu'on est à 11h50 aujourd'hui. Et j'espère qu'on va jamais entendre le Big Ben fait 12, sonne 12 fois. Sonner 12 fois, pardon. J'ai compris. Espérons. Guy, je vais devoir arrêter l'entretien. C'était passionnant, en tout cas en ce qui me concerne. J'ai trouvé ça très intéressant et ça nous permet de comprendre un peu mieux ce qui se passe. Une dernière question, mais ça, c'est vraiment, ça me vient maintenant en fait. Je ne sais même pas si ça a du sens. Quand la Chine regarde tout ça, on sait que la Chine a des envies très pressantes de rentrer à Taïwan. Imaginons que la Russie elle est rentrée en Ukraine, mais imaginons qu'elle remplace le gouvernement, qu'elle fait que l'Ukraine devienne en fait une succursale russe. Ça pourrait donner des idées à la Chine? Oui. Oui, tout à fait. Il y aurait une fenêtre. Tout en sachant que Poutine a dit plusieurs fois que si l'Ukraine était dans l'OTAN, c'est-à-dire si l'OTAN faisait avec l'Ukraine comme avec la Roumanie ou comme avec les pays baltes, ça aurait été impossible pour lui de faire quoi que ce soit. Taïwan est presque dans une situation d'état d'OTAN vis-à-vis des États-Unis. C'est-à-dire si les Chinois attaquent Taïwan par la force armée, c'est comme s'ils ont déclaré la guerre aux États-Unis. Et donc il y a un seuil, donc je ne dis pas qu'ils ne vont pas le faire, je pense qu'ils vont être tentés de le faire à la russe, c'est-à-dire trouver quelle pression ils peuvent appliquer qui va être sous les seuils de déclenchement d'un conflit avec les États-Unis, mais suffisamment fort pour faire craquer les Taïwan. C'est parce que c'est exactement ce qu'a fait Poutine. Je pense qu'il a pris la décision d'intégrer l'Ukraine en 2007-2008. Quand il a parlé devant la conférence annuelle de défense à Munich en 2007, je pense qu'il avait déjà l'idée dans la tête. Mais patiemment, comme un joueur d'échecs, il a construit sa position avant d'appliquer la pression, parce qu'on est dans une crise depuis plusieurs mois. Et l'Ukraine souffre déjà économiquement, problème d'assurance pour les bateaux, de moins en moins de vols. Ça perdure quand même la vie économique. Aujourd'hui, ça a l'air d'être une blague. Mais ça fait des mois que la vie en Ukraine est perturbée fortement et ça leur coûte cher. Et donc, il a monté, et à un moment donné, Donc, je pense que ce qu'on va voir avec les Chinois, c'est quelque chose pareil. C'est-à-dire qu'on va voir, c'est comme avec le pot, avec les crapauds à l'intérieur, avec la grenouille à l'intérieur, ils vont petit à petit augmenter le feu. Ils ne vont pas mettre le feu tout de suite, que tout le monde hurle, mais ils vont petit à petit augmenter degré par degré, et jusqu'au moment où ça va bouillir. Mais oui, vous avez absolument raison, sauf que je vais rajouter quelque chose. C'est pour gâcher la fête. Les Chinois sont évidemment très intéressés par le Taïwan, mais une fois c'est fait, c'est la Sibérie qui va les intéresser. Et Poutine le sait, parce que la Russie n'a pas d'amis. Maintenant, ils ont un adversaire à l'ouest et ils ont une alliance des circonstances à l'est. Mais il sait qu'aujourd'hui, il y a 140 millions de Russes. Peut-être dans 50 ans, il y aura 115 millions de Russes. Il y aura toujours 1 milliard 400 millions, 1 milliard 500 millions de Chinois. Et ils convoitent la Sibérie. Et en Sibérie, il y a des gens qui sont des ethnies proches des ethnies chinoises, que les Chinois aussi savent financer des NGO culturels, et que les Chinois aussi savent dire qu'il y a un génocide anti-chinois, etc., etc., qu'il y a aussi des histoires sales dans le passé entre la Chine et la Russie, et qu'on peut sortir, et ça peut devenir des journées de mémoire,
et ça peut devenir des idées pour des noms pour garçons, etc., etc. On peut réchauffer des querelles et ils vont faire la même chose avec les Sibéries. Donc, je pense que Poutine joue un jeu énorme et que c'est pas sûr. En fait, je déclarais pas qui gagne sitôt. J'ai compris. Le mot de la fin, j'ai l'impression que quand je vous écoute, que de notre point de vue en Occident, je crois qu'on avait oublié que les relations internationales, ce n'était pas un jeu de Monopoly entre enfants et que c'était quand même un peu plus violent que ça. On a l'impression qu'on l'a oublié. Et que heureusement qu'on n'est pas immortel. C'est ça, c'est le mot de la fin. Merci beaucoup, Gil. C'était très, très enrichissant et à très bientôt, j'espère. Au revoir. Au revoir.